sommaire de cette édition, alors que le Niger célèbre ce 3 août le 60e anniversaire de son indépendance, des jeunes Nigériens estiment que le pays n'est pas encore indépendant. 5 soldats maliens ont été tués et 5 blessés ce dimanche en milieu de journée. C'était lors de 2 attaques simultanées dans le centre du Mali. Et puis après Issatou Touré, la vice-présidente gambienne, c'est au tour de 3 ministres de Banjul d'être déclarés positifs au nouveau coronavirus. Ravi de vous retrouver en ce premier jour de la semaine. À toutes et à tous, bienvenue. Ex-colonie française, le Niger célèbre ce 3 août le 60e anniversaire de son indépendance. Sur le campus universitaire de Niamey, des étudiants soutiennent que cette indépendance acquise le 3 août 1960 n'a pas encore permis à leur État, qui reste l'un des plus pauvres au monde, de se développer ou de jouir d'une totale indépendance politique et économique. On les suit. Certes, les indépendances ont permis à nos pays d'accéder à la souveraineté internationale, mais concrètement, ces indépendances-là ont été vidées de sens, dans la mesure où vous vous rendez compte que nous sommes pratiquement encore des pays dépendants. Même sur le plan industriel, vous savez que les 2 plus grosses sociétés qui emploient, en tout cas le maximum de Nigériens, c'est des entreprises françaises. Jusque-là, les influences extérieures sont fortes sur nos différents régimes, fondamentalement dans le cadre du Niger. Il y a beaucoup de nos ressources que ce n'est pas nous qui décidons de ces ressources-là. Et même le jeu politique tel qu'il se mène, il est dicté à partir d'ailleurs. Donc je pense que le combat, on doit prendre conscience qu'on n'est pas indépendant. On nous dit à chaque fois, nous sommes indépendants depuis aujourd'hui, plus d'une 60aine d'années, depuis 1960, etc. Mais cette indépendance, elle semble être méconnue par l'ensemble des Nigériens, parce que ceux qui profitent de cette indépendance ne sont rien d'autre que nos hommes politiques, ne sont rien d'autre que nos leaders, ne sont rien d'autre que nos dirigeants. Mais je crois que ce n'est pas trop tard, on peut rectifier les tirs. On peut créer les conditions, effectivement, de pouvoir en tout cas faire changer la donne. Le peuple a lui, à son niveau, la possibilité effectivement d'imposer, nous sommes à la veille effectivement d'un processus électoral, d'imposer son propre effectivement veto, de dire son mot et de créer les conditions pour que son enfant, la communauté puisse s'épanouir. Au Tchad, les élections législatives maintes fois différées devraient finalement avoir lieu le 24 octobre 2021. Une date publiquement soutenue, semaine écoulée par une coalition de 60 partis. Mais coup de tonnerre, d'autres formations estiment que les nouvelles dates ne sont pas tenables. Le 24 octobre 2021, sauf fait extraordinaire, les Tchadiens seront aux urnes pour élire enfin les nouveaux députés devant siéger à l'Assemblée nationale. À peine annoncée par la commission électorale, la nouvelle date a publiquement été soutenue par une coalition de 60 partis. Elle divise cependant les opposants. Si certains, comme François Iré Kertouma, coordonnateur de l'ATUS, trouvent que c'est une aubaine à saisir, Saleh Kedzabo, le président de l'Union pour la démocratie et le renouveau, y décèle un gros piège. L'ancien chef de file de l'opposition pense que les problèmes techniques de recensement et de la révision du fichier électoral doivent être réglés avant octobre 2021, auquel cas ce serait mettre la charrue avant les bœufs. Il dit ne pas comprendre alors les arguments de la coalition. Quoi qu'il en soit, le scrutin reste très attendu. Il devra permettre l'élection de 166 députés contre 188 actuellement pour l'unique chambre du Parlement tchadien qui s'apparente davantage à une chambre d'enregistrement archi-dominée par le parti d'Idriss Déby Itno, le mouvement patriotique du salut, MPS. Si cette date du 24 octobre est confirmée, le scrutin se tiendra 6 mois après la présidentielle fixée au 1er avril. Idriss Déby Itno, 68 ans, élevé au rang de maréchal par le parti au pouvoir, pourrait bien être candidat à sa propre succession. En République démocratique du Congo, les 13 personnes abattues jeudi dernier par un soldat congolais ivre sont enterrées à Assange. Les forces de l'ordre recherchent activement le criminel qui a réussi à fuir avec son arme. Enveloppés dans des linceuils, les corps des 13 personnes tuées par un soldat congolais ivre sont exposés à un carrefour empêchant la circulation automobile. Le drame s'est déroulé ce jeudi soir
Dans la ville de Sange, une région en proie à des violences depuis 25 ans et qui connaît une recrudescence des violences ethniques. Les victimes sont toutes des civils, dont une fillette de 2 ans et 7 femmes. Ce militaire a fait beaucoup de mal à notre communauté. La nuit du jeudi, il a tiré sur nous. Nous voici aujourd'hui au cimetière à enterrer des innocents. Nous pleurons tous à Sangué à cause de cette situation. Le meurtrier a réussi à fuir avec son arme, mais les forces de l'ordre le recherchent activement, a assuré le gouverneur du Sud Kivu dans un communiqué. Encore sous le choc de l'émotion, des proches des victimes dénoncent l'incompétence de l'armée et des Nations Unies dans cette zone frontalière du Burundi. Des jeunes en colère ont allumé un grand feu non loin du carrefour où les dépouilles sont exposées. Des manifestants se sont également dirigés vers la base locale des casques bleus de la mission des Nations Unies au Congo, MONUSCO, devant laquelle ils ont mis le feu à une bâche blanche portant le logo de l'ONU. Pour rappel, la ville de Sange avait déjà été marquée par un drame en juillet 2010 lorsque l'explosion d'un camion-citerne avait causé la mort de près de 300 personnes. Je le disais en titre, au Mali, l'armée a subi ce dimanche des pertes lors de 2 attaques simultanées dans le centre du pays qui ont fait 5 morts. 5 personnes ont également été blessées au cours de ces attaques. 5 morts et 5 blessés, c'est le bilan de la double attaque qu'a subi ce dimanche l'armée malienne dans le centre du pays. Les 2 attaques simultanées se sont produites à la mi-journée dans le cercle de Niono, dans la région de Ségou, à une centaine de kilomètres de la frontière mauritanienne, où les forces armées ont essuyé plusieurs sérieux revers depuis le début de l'année. Entre Gomakoura et Diabali, une mission des forces armées maliennes a été accrochée par des terroristes. Au même moment, le camp de Gomakoura a été attaqué à l'arme lourde. Au cours de cette attaque, les forces armées maliennes ont enregistré un bilan provisoire de 5 morts, 5 blessés et des véhicules détruits. Côté ennemi, aucun bilan n'est encore disponible. Un renfort y a été dépêché. Les fouilles sont toujours en cours, a précisé l'armée sur Twitter. Cette double attaque intervient alors qu'opposition et pouvoir ne parviennent pas à dénouer à Bamako une crise politique qui préoccupe de plus en plus la communauté internationale. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a redit ce samedi qu'il comptait bien rester en place. Il a également mis en garde ceux qui s'en prendraient au bien public et privé. 4 jours après la vice-présidente gambienne, 3 membres du gouvernement de Banjul ont été déclarés positifs au coronavirus. C'est ce qu'a annoncé ce dimanche soir la présidence de ce petit pays anglophone d'Afrique de l'Ouest. C'est sur Twitter que la présidence gambienne a indiqué ce dimanche soir que les ministres des Finances, Membouré Ndji, du pétrole et de l'énergie, Fafa Sanyang, et de l'agriculture, Ami Fabouré, ont été testés positifs au Covid-19. Ces nouveaux cas de contamination interviennent alors que le 29 juillet dernier, les autorités gambiennes avaient annoncé que la vice-présidente du pays, Issatou Touré, avait été testée positive. Une situation qui a amené le chef de l'État, Adama Barrow, à se mettre immédiatement en isolement pour 2 semaines pour endiguer le virus dans cette ex-colonie britannique de quelques 2 millions d'habitants. La présidence a à nouveau appelé ce dimanche les citoyens à porter des masques et à pratiquer la distanciation sociale. La Gambie a officiellement déclaré 498 cas de coronavirus pour 9 décès. Comme beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest, elle manque d'infrastructures médicales adaptées pour faire face à une épidémie majeure. Ce journal se poursuit et on passe cette fois-ci à la revue de presse Afrique. Nouvelle revue de presse Afrique, bonjour à tous. Des nouvelles du Togo pour commencer. Togo Matin écrit « Mobilisation ratée du samedi dernier. Enfin, Agbeyome Kodjo et ses amis doivent digérer leur défaite ».
Liberté, lui, s'attaque à un autre aspect de l'actualité et propose, comme en 2005, 2012 et 2017, les miliciens fans de Fort Yassingbe reprennent du service. Du côté du Cameroun, à présent, Motrimana Presse parle d'une alerte à la Camraï. Bolloré martyrise les Camerounais. Quant à l'œil du Sahel, il s'intéresse au terrorisme et informe des 19 morts de Nguetchewe par Boko Haram. Santé à la une de Éco-Santé, hôpital de district des Foulam, menace d'une catastrophe imminente. Pour le compte de la Côte d'Ivoire, ouvrons le bal avec la voix originale qui titre « Droit de vote de Gbagbo, Ouattara incite les Ivoiriens au combat ». Présidentielle 2020, écrit le bélier intrépide, Ouattara prépare une gigantesque fraude. Le quotidien d'Abidjan revient plutôt sur le retour de Gbagbo. Pourquoi le régime tremble? Le nouveau réveil affiche Mabri et l'UDPCI ont quitté le RHDP. Il y a de la suffisance, du mépris et de l'égoïsme au RHDP. Au Sénégal à présent, l'AS se penche sur la situation épidémiologique de la Covid-19. Le Sénégal franchit la barre des 10 000 cas. Le quotidien critique d'écrire Tabaski macabre, la presse et le patronat en deuil. Puis l'I quotidien précise décès hier de Mansour Kama, un autre capitaine quitte le navire. Voilà qui va mettre un terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.